Matun be'amar lehachi amar Rabbi Ami, ubilvad shelo yichatef. On a le droit de transporter quelqu'un sur une chaise à condition qu'on ne veut pas les khatef. C'est quoi les khatef? On avait dit que quand les mains, il pose les mains sur les épaules de l'autre, lui il pose les mains sur ses épaules, et sur les mains qui sont croisées sur les épaules, on met une siège. Pourquoi ça c'est un problème? Parce que ça c'est la façon qu'on transporte à longue distance. Et pendant Yom Tov ça ne se fait pas. Donc, soulever une chaise des deux côtés, ça c'est permis, mais les khatef, ça fait plus stable, ça fait plus porté à longue distance. Ça pendant Yom Tov, c'est considéré comme un mépris. On ne fait pas ça pendant Yom Tov. Un mépris vis-à-vis de Yom Tov. Non. Ah, tu mets par rapport à Yom Tov. Ouais. Non, parce que par rapport à la personne, c'est un kavod. Tu l'élèves en hauteur. ובלבד שלא ייכתב, עשו quoi ובלבד שלא ייכתב, אמר רבי יוסף ברי דרבא באלונקי. Alunki, c'est ce que je vous ai expliqué maintenant. Ini, vraiment, Veha, et pourtant on a un témoignage que Rav Nachman, Charla le Yalta, le Meipak à Alunki. Rav Nachman a permis à la femme de Rav Nachman, je pense, elle s'appelait Yalta, et il lui a permis de sortir pendant Yom Tov, quand il est assis sur cette espèce de chaise, et la Gemara dit Shine et Yalta. Yalta, c'est un cas à part des Beïta, parce qu'il a eu peur de tomber. Des Beïta. Elle a eu peur de tomber, donc, ok, mépris de Yom Tov, je veux bien, mais si la personne a peur de tomber, alors ça prend le dessus sur Ameima Vemazoutra, Mechat Feleu, ces deux Chachamim, Ameima aussi bien que Mazoutra, on avait l'habitude justement de les porter de cette façon. Beshabta de Rigle, pendant le Shabbat du Règle. Et encore une fois, l'explication, Meshum Piyatuta, parce qu'ils étaient apparemment des gens âgés. Et ils n'avaient pas de tomber. Et donc, quand on soulève une chaise comme ça, c'est moins stable. Et quand on fait avec Alunka, c'est plus stable. Donc, s'ils n'avaient pas de tomber, c'est permis. Il y a ceux qui disent à cause de la pression du Tzibour, quand ils passent, les Chachamim, on les fait passer à travers un Tzibour, tout le monde se lève. Alors, quand tout le monde se lève, encore une fois, ça risque de les faire tomber. Donc, comme c'est plus stable de transporter la chaise sur une alunka, c'est pour ça que c'est permis. Ok, on arrive à une nouvelle Mishnah. Mais pas sur les épaules. Non, au contraire. On a le droit de le faire sur les épaules. On est du fait qu'on a dit que normalement c'est interdit. Mais dans le cas où il y a peur que la personne va tomber, c'est permis. On peut le faire. Ok, Mishnah. Un tout autre sujet. Bechor shenafal lebo. On a un bechor qui est tombé dans une fosse et dans un trou. Rabbi Yehuda Omer, Yered mumche vayir'e. On a besoin qu'un mumche, un spécialiste dans les plaies, va descendre, inspecter cet animal pour voir ce qui se passe. Ah, un animal. On a dit bechor. Ma faute, absolument ma faute. Qu'un bechor, ici on parle d'un bechor d'un animal. C'est quoi un bechor d'un animal? Le premier-né. Et il est tombé. Maintenant, c'est quoi la lacha en gros d'un bechor? Il appartient au Kohen. Le moment qu'il est né, il appartient au Kohen. Oui. Et il est kadosh. Le moment qu'il a une kedusha. Mais s'il n'y a pas de moum. Alors justement, tant qu'il n'a pas de moum, le moment qu'il a un moum, et ça s'appelle un moum kavua, un moum qui est, c'est pas un moum transitoire, un moum kavua, il est plus kadosh, il est profané, et le Kohen peut le manger chez lui à la maison, shrita il le manger. Tant qu'il n'a pas un moum, il ne peut pas le manger. Quand il y avait le temple, alors lui il l'a porté au temple, il offrait le bechor en tant que sacrifice, que korban, et la plupart de l'animal était mangé en tant que korban. Donc il fallait, pour le manger, l'apporter au temple, il fallait l'offrir, et puis un morceau était mangé, la plupart étaient mangés par Kohen. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de temple.
On ne peut pas manger un Bechor, parce que le Bechor, il appartient au Kohen. Et même si aujourd'hui on ne sait pas exactement qui sont les Kohanim, le Bechor a une Kedusha à tel point que quelqu'un qui mange un Bechor, c'est tellement grave qu'il a karet. Pensez à ça. Les gens mangeaient Yom Kippour, tout le monde dit oh là là, Yom Kippour manger c'est terrible, karet. Mais c'est pas moins terrible apparemment de manger un Bechor. Alors comment nous on fait aujourd'hui? Normalement ce qu'on fait aujourd'hui, parce que dans un troupeau il y a plein de premiers-nés. Alors comment on fait? Apparemment le propriétaire du troupeau s'associe à un goy. Et si un animal qui appartient à une association entre un goy et un juif, il est exempt du statut de Bechor, il n'y a pas de Bechor. Ça c'est la façon qu'on fait aujourd'hui, la façon normale qu'on aborde le problème de Bechor. Alors, ça c'est le scénario. Alors regardez, on va finir la Mishnah puis on va voir le Rashi. Encore une fois, Bechor shenafal lebo, Rabbi Yehuda Omer yered mumche veyire. Maintenant, pour dire que cette plaie, c'est en fin de compte une plaie qui va invalider le Bechor, on a besoin d'un mumche. Et tant que le mumche il l'a pas dit, même si toi tu sais, à toute apparence, c'est un mumkavoua, ça ne marche pas. Tu dois l'apporter à un mumché. Le mumché doit dire, tant que le mumché n'a pas déclaré, le Bechor il est toujours, il n'est pas encore profané. Il va descendre dans le bord, le mumché. Alors on lui dit, on va en parler. Il va lui dire, bon, descends dans le trou et inspecte l'animal. Alors la question était, pourquoi pas faire sortir l'animal? On va voir. Bechor shenafal lebo, Rabbi Yehuda Omer. En sortant, on risque de lui faire un dommage. Peut-être. On va voir la Mishnah, on va voir un petit peu le Rashi. Bechor shenafal lebo, Rabbi Yehuda Omer yered mumche veyir'eh, im yesh bo mum, s'il s'avère qu'il a un mum, ya'ale veyishchot. On a le droit de faire sortir l'animal du fossé. On dit fossé. Ouais, du trou. Et puis là, on peut l'égorger. Ve'im lav, mais sinon, lo yishchot. Rabbi Shimon Omer, kol she'ein mumon yikar mi be'od yom. Rabbi Shimon dit non. Tant que le moum n'a pas été déclaré le jour avant, la veille, ein zemina mouchan, que l'animal il n'est pas disponible et on ne peut pas faire shrita, on ne peut pas le manger. Donc on voit dessus une différence apparemment de base. Rabbi Yehuda a dit que il est tombé à Yom Tov. Hein? Il est tombé Yom Tov. Oui, il est tombé Yom Tov. Alors une différence de base que Rabbi Yehuda lui il dit que pendant Yom Tov, on inspecte l'animal. S'il y a en effet un moum kavua, on peut le manger. Et Rabbi Shimon dit non. C'est seulement si le moum a été inspecté et déclaré la veille de Yom Tov. Mais pendant Yom Tov, c'est trop tard. Maintenant, regardons un petit peu les Rashi sur la Mishnah. On regarde, attends une seconde, parce que j'imagine que les Rashi vont peut-être, il y a de fortes possibilités de répondre à tes questions. Rashi dit Bechor shenafal lebo. Bechor bezman hazeh, un Bechor de nos jours, ein nishchat belo mum. On ne peut pas l'égorger tant qu'il n'y a pas de mum. Mitne chez Kodashimu, parce qu'il est sacré, il est mekudash. Chez Kodashim hum de meilav hu kadosh. Parce que le moment qu'il est né, il est kadosh de naissance. Ve hashochato kshehutam, quelqu'un qui égorge un Bechor qui n'a pas de moum, donc un Bechor qui est tam, et ve shochet kodashim bachutz ve anush karet. C'est considéré qu'il a égorgé un sacrifice contre un animal kadosh, kodshim, en dehors d'Yerushalayim, ça c'est interdit, et il reçoit karet. Ok? Ça va, René? J'ai pas compris. Ok. Rashi explique tout simplement qu'aujourd'hui le statut d'un Bechor, c'est qu'il est kadosh, parce que le moment qu'il est né en tant que premier-né, automatiquement il assume ce statut de Bechor et donc kadosh. Et donc si quelqu'un aujourd'hui égorge un Bechor en dehors de Yerushalayim, ça a l'air c'est comme si il égorgeait un sacrifice
en dehors d'Yerushalayim. On n'a pas le droit. Oui. Et donc on reçoit karet. Non, mais ça, c'est à l'époque, pas maintenant. Maintenant aussi. Aujourd'hui, il y a karet. Que si aujourd'hui, quelqu'un qui prend un bechor et il n'a pas de moum, il n'a pas une blessure, un truc, il est invalidé, c'est grave. Karet. Aujourd'hui, c'est quelle heure? Alors, prochain rachis. Et s'il a un moum en dehors de Jérusalem? Non, s'il a un moum, il n'y a rien. S'il a un moum, automatiquement, il est profané. Encore une fois, ce n'est pas suffisant qu'il a un moum. Ça doit être inspecté par un moumré. Et le moumré, il doit dire, bon, ça c'est un moum. Une fois que le moumré a déclaré que c'est un moum, il est profané, on peut le manger. Mais s'il a un moum, comment on peut le manger? Il n'y a rien. Ce n'est pas un moum qui le rend taref. C'est un moum vis-à-vis de l'offrande qui va l'ifsol en tant que korban. C'est pas pareil. C'est pas taref. Rav, pourquoi ce moumré, il descend le jour même? On va voir. René, attends, on va voir. Parce que de toutes les façons, il faut bien le faire monter. On va voir, on va parler de tout ça. Prochain rachis. Chez Nafal les bords, ve yar pen yamut sham. Rachi dit, ok, il est tombé dans un trou dans la terre, et apparemment on a peur que l'animal va mourir dans le trou. S'il va mourir, encore une fois, c'est une perte. Ce n'est pas seulement Tsar Balei-Chaim, il y a bien sûr l'élément de Tsar Balei-Chaim. Et aussi, on a peur que le type, il va perdre de l'argent. C'est Le type, c'est qui? C'est le poids? Oui, c'est le. Oui, s'il meurt, il devient Neveila. Et il va perdre. C'est le Cohen. Non. Hein? Le Cohen. T'as raison. Parce que si c'est un Bechor, en fin de compte, c'est qui le propriétaire? C'est un Cohen. Moumche, Rashi explique. Je suis toujours dans le Rashi. Moumche baki bemoumin, l'afrin, ben moum kavua, les moum ouverts. Un moumche, c'est quelqu'un qui est spécialiste. Pourquoi il faut être spécialiste? Pour distinguer entre un moum qui est transitoire et un moum qui est fixe, qui est en permanent. Prochain Rashi en haut de la page. Im yesh bo moum, s'il a un moum, al kocha rashdi, al kocha, tu dois dire que Rabbi Yehuda muksa idle. Nous, on sait, je ne sais pas si vous vous rappelez au début de Masechet Beitza, on a vu qu'il y a une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, lui, il a dit qu'il y a mukse. Et Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de mukse, à part des cas spéciaux. Mais, ok, on avait vu ça. Ici, on retrouve Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Boxer, mais dans quel cas? C'était dans quel cas de figure? D'une façon générale, il y a des exceptions à la règle dont on va peut-être parler, mais d'une façon générale, Rabbi Yehuda, lui, il dit il y a Moukse, Moukse ça existe, et Rabbi Shimon dit que non, à part des cas exceptionnels. Là, c'est le contraire. Alors justement, ici on a un truc bizarre. C'est quoi le truc bizarre? Que Rabbi Yehuda dit apparemment, le spécialiste il descend. Et s'il voit qu'il y a un moum, alors ça veut dire qu'il est permis, on peut le manger. Mais comment est-ce qu'il a vu qu'il a un moum? Peut-être le moum, c'est le résultat du fait que l'animal est tombé dans la fosse. Oui. Ça veut dire que l'animal, la veille de Yom Tov, elle n'avait pas de moum. Si elle n'avait pas de moum, est-ce qu'elle était disponible? Est-ce qu'on pouvait le manger? Non. Et on a un principe. Le principe est Migud it kutsoy le bein hashmashot, it kutsoy le kuleyom. Le moment que quelque chose est mukse, bein hashmashot, la veille de Yom Tov ou la veille de Shabbat, ça conserve son statut toute la durée du Shabbat ou de Yom Tov. Alors cet animal qui n'avait pas un moum au début de Yom Tov, ça veut dire qu'il est mukse. Moi je m'en fous si plus tard il est tombé, il a un moum. Mais il est mukse. Alors comment ça se fait que Rabbi Yehuda il permet? Et aussi Rabbi Shimon qui dit non, tant que tu ne l'as pas inspecté la veille, l'omina mukhan, qui laisse entendre qu'il y a mukse. Mais on sait que Rabbi Shimon il ne tient pas par le concept de mukse. Alors Rashi va aborder ça, Rashi va expliquer. Ok? Donc encore une fois, regardons le Rashi au haut de la page. Im yesh bo mum al kochach Rabbi Yehuda muksa itle. On sait que Rabbi Yehuda il tient par muksa ou be mum hanofel bo beyom tov. L'osharé, c'est inconcevable qu'un moum qui est apparu dans l'animal Yom Tov, il ne va pas l'osharé, il ne va pas permettre. De l'avda'atei lavei me etmol, parce qu'il n'avait pas l'animal en tête
la veille. Le propriétaire savait quoi il n'avait pas en tête. Il n'avait pas en tête d'utiliser l'animal, parce que l'animal, il était sans moum, il était donc inutilisable. Donc Rashi explique, on parle d'un bechor qui avait un moum, mais on n'a pas eu le temps de montrer cet animal à un moumré la veille de Yom Tov. Bon, on a vu qu'il y avait un moum. Donc comme on a vu qu'il avait un moum, déjà le propriétaire, il avait en tête de peut-être pouvoir utiliser l'animal. Parce qu'il a vu qu'il y avait un moum. Mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas un moumré qui a déclaré qu'il n'avait rien inspecté ça. Donc il y avait un moum. Et donc il avait en tête, et ce n'était pas moukse. ונפל לבור ביום טוב, ירד מומחה ויראה מום שהיה בו אתמול. Le mumche va descendre inspecter la blessure, la plaie qui était là la veille. Im mum kavoahu, s'il s'avère que le mum il est kavoa, il est, comment on dit kavoa en français? Permanent. Il est permanent. Az ya'ale ve'yishrot, on peut le faire monter, sortir du trou et le tuer, l'égorger. Mais shum de mukse leika. Il n'y a pas de problème de mukse ici de me'etmol da'atei ilabe. Parce que déjà la veille, il avait ça en tête. Prochain Rashi. Enze mina mukhan, ça c'est Rabbi Shimon. Et Rashi explique, Lav mishum mukse asarle. Quand Rabbi Shimon dit que l'animal il n'est pas disponible, il n'est pas permis, ça ne peut pas être un problème de mukse. Parce qu'on sait que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec mukse. Rashi dit, Lav mishum mukse asarle. Deha leit le mukse. Elle a le fiche matiro beyom tov. La raison pour laquelle Rabbi Shimon interdit, parce que tu vas permettre cet animal pendant Yom Tov. Et donc, nir'e que metakno, c'est comme si tu metaken. C'est quoi metaken? Oui, c'est quoi? Rendre utilisable. C'est un petit peu que la même histoire. On peut pas faire prendre du maaser on peut pas prélever du maaser. Parce que ces fruits, maintenant que tu fais maaser, tu prélèves le maaser, tu les rends mangeables, tu les rends utilisables. Mais taken, tu ne peux pas tremper un cli dans de l'eau, dans un mikveh. Entre autres, une des raisons, parce que tu as metaken. Avant, il était inutilisable. Une fois que il devient utile. Ça, les taken, c'est la même chose, cet animal. Le type, là, le moumré, le moment qu'il dit qu'il y a un moum kavoa, maintenant, il met taken autour. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle rien à voir avec Moukse, que Rabbi Shimon interdit dans le Rashi. Et un autre truc, il faut juste voir. Attends, je retourne à ta question en une seconde. Oh, il faut une autre possibilité, que quand le moumré inspecte et déclare, c'est comme s'il portait jugement. Dan-din, de Gazour Bey Meshum Shvut, Hachikama, Ein Hatarato Heter, Beinom Mouchan Ersher, que la permission n'est pas valable, on ne peut pas l'égorger. Ça veut dire quoi? On ne peut pas juger. Un jugement, on n'a pas le droit de juger les cas pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça fait partie intrinsèque du jugement qu'on écrit. Le jugement est toujours, comme on dit, un secrétaire. Un paquet, quelqu'un qui écrit, parce que c'est comme un témoignage du jugement. Et comme on ne peut pas écrire, que ce soit Yom Tov ou Shabbat, c'est interdit de juger. Mais en dépit du fait qu'ici, le moumré, il ne va pas écrire, mais comme c'est une espèce de jugement, il y a une déclaration qu'en fin de compte, ça, c'est cachère, alors il dit, Rabbi Shimon dit, tu ne peux pas. Donc, attends une seconde. Donc, selon l'explication de Rashi de la Mishnah, on parle ici d'un animal, ce bechor qui tombait dans un trou. Chaim, tu écoutes, parce que je ne veux pas être dans une situation regrettable plus tard que tu me dis que tu ne comprends pas. Et on parle d'un animal qui avait une plaie. Elle avait une plaie la veille, mais on ne l'a pas montré encore à un moumré. Le moumré va l'inspecter pendant Yom Tov, donc il n'est pas moukse. Et si le moumré dit que c'est une plaie qui est kavoa, on peut le manger, selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon dit que tu ne peux pas, même si il n'y a pas de problème de moukse. Parce que le fait de l'autoriser, c'est metaken, ou c'est comme un jugement, et ça c'est interdit pendant Yom Tov.
Donc ça, c'est la machloket apparemment selon Rashi dans la Mishnah. Il y avait quelqu'un qui voulait demander une question. D'abord, Donc, le jugement du Mumche, Oui. il est nul. voilà, Nahon, selon Rabbi Shimon. Voilà. Selon Rabbi Shimon. Et le manger, c'est le Kohen. Oui, c'est le seul qui peut le manger, c'est le Kohen. C'est quelque chose de très important finalement. C'est-à-dire que le propriétaire, il a des considérations donc économiques aussi. Hein, pour, Oui. Pas le propriétaire. Il y a un problème. Il y a un Oui. problème au niveau de son animal, mais bon, les spécialistes, le Moumré n'est pas venu, n'a rien dit. Donc il n'est pas moussé. Non, tu sais, c'est possible qu'il n'était pas sur place. Bon, il n'est pas sur place. Bon, il doit venir la semaine prochaine. Et finalement, cet animal, on peut lui faire la cheta et donner donc, si c'est un béhor, le donner donc au Kohen. Mais le problème, c'est que on se base sur l'apparence. C'est-à-dire que les animaux, les bêtes là, qui vont à l'abattoir, bon, l'observation externe, mais on ne sait pas s'ils ont une tumeur, quelque chose. Non, mais le problème, c'est que finalement, on a mis des considérations éthiques. Attends. C'est une bonne question, mais c'est un petit peu lié avec ce qu'avait dit avant Yehuda. Ah bon, alors? Non, Yehuda, il y a deux problèmes. Tu parles de taref. Taref, c'est un problème à l'intérieur de l'animal qui le trouve. On avait dit avant que la règle, c'est que tant qu'un animal est vivant, on ne peut pas le manger, tant que tu ne sais pas que la shrita a eu lieu, une shrita kshira. Une fois que la shrita a eu lieu, l'animal est censé être kasher, tant qu'on n'a pas trouvé un problème. Oui. Mais le problème ici, ce n'est pas le safek, la possibilité de taref, que l'animal soit taref. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on a mis des considérations éthiques. Écoute un petit peu. Le problème, c'est moum. Moum, ça n'a rien à voir avec taref. Moum, c'est quelque chose qui va invalider un animal en tant que korban. Or, le critère de moum, c'est pas du tout la même chose. Normalement, taref, c'est quoi taref? C'est une blessure qui va empêcher à l'animal de survivre un an. Alors, s'il a une maladie, un problème à l'intérieur ou à l'extérieur qui va l'empêcher de survivre un an, ça s'appelle taref. Moum, c'est rien à voir. Moum, c'est peut-être qu'il a, je sais pas, il a l'oreille qui est percée, il a un œil qui est truc, il va vivre des années et des années. C'est pas un problème Mais il médical. a invalidé en vis-à-vis de l'offrande. Alors, le moment qu'un bechor est invalidé en tant qu'offrande, il devient profané, on peut le manger. On continue. Gemara. Oui. C'est clair que le prix ne peut pas rentrer la main dans le corps de voir si elle a Non, c'est pas une expression de. Ça n'a rien à voir. que c'est clair. Ça, c'est après la C'est une C'est un boom extérieur. extérieur. Toujours extérieur pour le moment. Non, parce que tu dis, est-ce que à cause de ce boom-là, il va déterminer si la bête elle peut vivre un an ou pas? Non, j'ai dit que la définition de taref, c'est une blessure qui va empêcher à l'animal Extérieur. de survivre, pas Intérieur. Intérieur normalement, qui va l'empêcher de vivre un an. Ça, c'est taref. Ici, c'est un truc Ça n'a rien à voir avec extérieur. le boom alors, Michel. Hein? Tu as rajouté quelque chose, mais qui n'est pas en rapport Je avec n'ai pas le boom. rajouté, j'ai répondu à la question Alors, de. tu as répondu à Richard, mais ça n'a rien à voir avec le moumré. Parce que le moumré ne peut pas rentrer à l'intérieur et savoir s'il a une maladie. Le moumré, il n'y a rien à voir avec taref et l'inspection, c'est les tarefs, rien à voir. D'accord. Rien à voir. Simplement, il inspecte en dehors pour voir s'il a un moum. C'est quoi un moum? Rien à voir avec taref. Un moum, c'est une blessure extérieure qui va l'invalider en tant que korban. D'accord. Et on va parler maintenant de savoir s'il doit descendre dans le bord ou pas. On va essayer de comprendre un peu plus cette Mishnah. D'accord. Seulement si tu veux. Oui, mais comment Encore, Gemara. B'maïka miflagi. Sur quoi ils se disputent, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Inem bero'in mumin kemiflagi. Si en fin de compte la dispute, c'est est-ce qu'on a le droit, oui ou non, d'inspecter des plaies pendant Yom Tov? De Rabbi Yehuda savar ro'in mumin be Yom Tov. De Rabbi Shimon savar ein ro'in mumin be Yom Tov. Si ça c'est la machloket. Beliflegu bero'in mumin de Alma. On n'a qu'à parler d'un cas que est-ce qu'on peut oui ou non inspecter un moum? Et Rabbi Yehuda dit que oui, et Rabbi Shimon dit que non. Bechor. Alors pourquoi on parle justement de ce scénario d'un Bechor qui est tombé dans un trou?
Si tu me dis en fin de compte que la marloque c'est ça, que Rabbi Shimon dit quoi que ce soit, tant que l'inspection ne s'est pas déroulée la veille, c'est foutu parce que tu ne peux pas inspecter parce qu'il y a un problème de métaken, un problème de dandin. Alors qu'est-ce que ça a à faire avec ce scénario de l'animal qui est tombé dans le trou en plus? La Gemara explique, on a besoin de ce scénario. Pourquoi? Salka da'ata chamine, voyez le samer d'alef. Salka da'ata, on avait pu penser, Meshum tsar balei chaim, le harim ou le sakei, à cause de la souffrance d'un animal, on aurait le droit de faire une combine et de le faire sortir que Rabbi Yoshua. Comme Rabbi Yoshua, que Mashmalan qu'on ne peut pas. Alors vous entendez, regardez juste le Rashi, pour mieux comprendre ce morceau de Gemara. Rashi dit, regardez l'Aharim. Vous voyez le titre du Rashi. Oui. L'Aharim, l'Omar Vadaï Yimatse Bomum. Dit, je vais sortir l'animal parce que c'est sûr, après qu'il est tombé dans ce c'est sûr qu'il a un moum. Ça, c'est pas sûr. C'est pas évident. Mais lui, bon, c'est sûr. C'est comme une combine. Encore une fois dans le Rashi, où le saké que Rabbi Yoshua, d'Amar Perek Machilin, Otovet Benosh Naflu le bord, si on a un scénario où l'animal et son fils sont tombés dans un banc ensemble, et on sait qu'on n'a pas le droit de tuer le même jour les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème, les deux sont dans la fosse. Et regarde le premier. Attends, Si le premier il est consommable. Alors il fait monter le premier en soi-disant, il va dire je vais manger celui-là. Il dit mon fin non, laisse tomber. Une fois qu'il a fait sortir, il dit non, je veux pas celui-là, je veux l'autre. J'ai changé d'opinion. Ça c'est un exemple. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour Tsar Balei Chaim. Parce qu'il y a des possibilités que si l'animal reste dans ce fossé toute la journée, il va mourir. Donc il fait une combine. On aurait pu penser ici aussi, derrière Agav, qu'on va faire une combine, on va faire sortir l'animal. Et l'inspection du Moumré va se dérouler en haut. Et pourquoi le faire descendre en bas? Et justement, on nous dit que non. En dépit du fait que la Torah, ou dans la Torah, oui, on a ce concept d'essayer d'être sensible à la souffrance des animaux. Il y a même une opinion qui dit que c'est midoraita, qui dit que le Tsar Balei Chaim c'est midoraita. Mais néanmoins ici dans ce scénario, on ne peut pas utiliser ça en tant que prétexte pour faire sortir l'animal et le Moumri doit descendre pour voir. Alors regardons encore une fois dans les mots de la Gemara. Kamashmalan. Si c'est ainsi, Lo yishrot. Si tu me dis en fin de compte qu'un des sujets de la Mishnah, c'est qu'on ne peut pas faire une combine à cause de Tsar Balei Chaim, au lieu de dire dans la Mishnah, Rabbi Shimon dit Lo yishrot, ou même la Mishnah, Im lo yishrot, au lieu de dire Lo yishrot, Lo ya'ale ve yishrot mi bailei. La Mishnah aurait dû s'exprimer de cette façon. On n'a pas le droit de faire sortir l'animal et de l'égorger. Parce qu'apparemment, une des idées de base de la Mishnah, c'est si oui ou non on peut faire une combine pour faire sortir l'animal. Et la Gemara dit non. L'otzricha de avar v'aske. On parle d'un cas dans la Mishnah où le type il a déjà fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a fait sortir l'animal en disant, bon, c'est sûr que l'animal est un mou. Et maintenant qu'on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On aurait pu penser le shachatei, on va l'égorger. Que mashmalan, que non, on ne peut pas l'égorger. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire tu aurais pu penser qu'on va pouvoir l'égorger? Le shachatei, ha tamhu, mais l'animal, ce bechor, il est tam. Tam, c'est un animal qui n'a pas de blessure, qui n'a pas de plaie. Et on a dit un bechor qui n'a pas de plaie ou de blessure, il est interdit. Alors comment tu peux dire, j'aurais pu penser une fois qu'il a fait sortir l'animal, même si c'était une combine, il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, on va l'égorger. Comment tu peux l'égorger? Il est tam. L'autre, sricha de nafal ben mouma, il a eu un moum. Alors il a un moum. Alors la Gemara dit, même s'il a un moum, à travers le fait qu'il est tombé dans la fosse, il est tombé, il a un moum. Mais en attendant, il est moukse.
Parce que la veille de Yom Tov, il n'avait pas un moum. Et là, et ça c'est la conclusion jusqu'ici, de Nafal Ben Moum au vert, mais Erev Yom Tov. Il avait un moum qui était transitoire la veille de Yom Tov. Et Il était passager. Vehashta, et maintenant, après qu'il est tombé dans le trou, Havalei Moum Kavua. Ce même moum est devenu un moum Kavua. permanent. Et donc, il n'est pas moukse, parce que le moment qu'il avait un moum, même qui était transitoire, il avait en tête la possibilité qu'il allait peut-être pouvoir en profiter de cet animal. Ça veut dire que l'animal n'était pas moukse. Mao de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Des da'atei il avait, venishchatei, que comme il avait l'animal en tête à cause du moum, même s'il était avant transitoire, passager, il avait pensé que peut-être ça va se développer, peut-être. Alors j'aurais pu maintenant, c'est pas moukse, que machvelin que non. Néanmoins, c'est moukse. Pourquoi c'est moukse? Parce que ce qu'on avait dit au début. Donc on n'est pas sûr. Parce que la veille de Yom Tov, même si ce moum en question, il est transitoire, il est passager, est-ce qu'on peut l'ishrototo, est-ce qu'on peut l'égorger? Non, on ne peut pas l'égorger tant que le moum il n'est pas kavoua. Donc il est moukse. Donc encore une fois, comme le statut de cet animal, Beinash Mashod, la veille de Yom Tov, il était hors circuit, hors course. hors course. Voilà, hors course, il était inutilisable. Il reste inutilisable plus tard, même si il s'avère que c'est devenu un moum kavoua. On va s'arrêter là, je vais dire juste 2 mots. Oui, Achaim. Non, mais c'est-à-dire, comme on n'était pas sûr, au Ben Hashmashot, à Oui. la fête de la fête, Oui. que son moum il soit Passager ou permanent. passager, alors, du fait qu'on n'est pas sûr, elle est mouxée la veille. Oui, On exactement. n'a pas le droit de la toucher. Non, exactement. Même si on sait que le fait qu'elle soit tombée, il va y Exactement. avoir un changement, Exactement. et que ce changement, il va être les tovas, C'est il va nous permettre de pouvoir la manger pendant Yom Quand Tov. il n'était pas utilisable la veille, il reste inutilisable. Et même si là-dessus, plus tard. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils statuent comme ça. D'accord. En fait, c'est moussé. D'accord. Mais Rabbi Shimon, il ne tient pas par Moukse. De toute façon, ce n'est pas son problème, Moukse, parce qu'il n'est pas d'accord avec Moukse, Rabbi Shimon. Alors pour Rabbi Shimon, pourquoi il dit que néanmoins cet animal est inutilisable? Il dit parce que tu ne peux pas juger, ou tu ne peux pas les taken. Ah oui, d'accord. Juste un tout petit mot sur la paracha, que dans Sefer Vayikra, on entame le sujet principal des premières parchiot, c'est les offrandes. Et en gros, si vous regardez les offrandes, un des trucs qui nous frappe, c'est technique. C'est très technique les offrandes. Il y a plein d'offrandes différentes. Il y a des offrandes dont le sang doit être placé en haut des carnotes, en haut des coins. Il y a du sang qui doit être jeté en dehors du mur à l'extérieur, en haut de Ruta Sikra, en bas de Ruta Sikra. Il y a plein de détails. Et normalement, quand on regarde quelque chose qui a plein de détails, qu'est-ce que ça laisserait entendre? Que ça fait quelque chose. Hein? Si on reçoit, il y a un ordinateur, il y a un truc, et on dit tu branches ce tuyau à ce tuyau, et puis après tu fais ça, tu pousses ça, et Si c'est compliqué, ça veut dire que si tu fais ce qu'il faut, après ça agit. Ça agit. D'accord? Ça c'est normalement ce qu'on... Et la peur, quand on parle d'Avodat HaKorbanot, que les gens ne vont pas penser qu'ils ne vont pas se suffire de simplement apporter l'offrande, faire comment on dit, le geste juste. Ils vont faire le geste juste, et le truc qui a été mis en marche, il va agir. Qu'est-ce qu'il va agir? Il va créer kapara. Il va faire descendre le chef. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et c'est comme si la Torah a pris ça en compte, parce que tout le début, les 2 premiers versets de la paracha, première chose que Rashi nous a introduit, la Torah nous a introduit un truc intéressant, que c'est écrit Vayidaber Hashem al Moshe Yomer Vayidaber Elav, lesquels que Vayikra Hashem al Moshe Vayidaber Elav. Et Rashi dit c'est quoi Yikra? Rashi dit que chaque fois dans la Torah où c'est écrit que Kadosh Hu Tzav et Moshe, Vayidaber Hashem al Moshe, Vayidaber Hashem, chaque fois ça a été précédé par ce kriya, par cet appel. Et Rashi dit cet appel, c'est une expression de chiba, comme d'amour, une expression de valorisation, d'amour. Chaque fois que c'est écrit dans la Torah,
Pourquoi ici, on est introduit à ce concept au début de Vaïkra, pour nous dire à quel point l'homme, il est important. Moshe est important, et pas seulement lui, mais chaque personne qui fait Avodat Hashem. Après le deuxième verset, c'est écrit, Tagil et Am Israël, je ne sais pas, Adam qui akriv mikem l'Hashem. Quelqu'un qui va offrir une offrande. C'est le deuxième verset de Vaïkra. C'est Adam qui akriv mikem. C'est une façon bizarre de s'exprimer parce que la Torah met en relief tout de suite Adam, encore une fois. L'essentiel, c'est toi, c'est l'homme. Et c'est écrit Yakriv Mikem, c'est pas Mikem, de vous. Le Sforno nous dit qu'il faut essayer que l'homme va apporter, offrir quelque chose de lui-même, à travers quoi le Sforno nous dit? À travers Vidui et Hachna'a. Hachna'a, c'est la soumission. On sait que chaque korban qu'on apporte, avant qu'on offre le korban, on place les mains sur la tête de l'animal, ça s'appelle Smicha. Il y a un Vidui. Donc ça encore une fois, c'est l'idée que ce n'est pas suffisant l'animal et de faire ce qu'il faut faire l'animal. Il y a un processus d'identification entre le propriétaire et l'animal. Et il y a aussi, vidou, c'est quoi vidou? C'est tchouva. Il faut faire tchouva. Quand on dit entre autres, reach nichoar, sur chaque korban s'écrit reach nichoar. C'est quoi reach nichoar? Une odeur. Une odeur, ce n'est pas la chose principale. C'est comme on dit, c'est une allusion à quelque chose qui va venir. Je sens qu'il y a une bonne odeur qui sort de la cuisine. Ah oui, mais je m'attends à quelque chose. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas l'odeur, c'est le plat. La même chose ici, le korban qui est brûlé, c'est reach nichoar l'Hashem. C'est-à-dire que c'est un bon signe. On s'attend à quelque chose, s'attend maintenant à quelque chose, au truc essentiel. C'est quoi le truc essentiel? C'est la tchouva. Mais ça, on voit encore une fois que la chose principale, une des choses principales aussi, c'est la kavana. On ne peut pas se suffire de faire le geste juste, d'apporter le korban comme il faut. Il faut la kavana. Et la preuve, justement, on voit encore une fois, encore 2 minutes, on voit que le Kohen, quelquefois, s'il a l'intention d'offrir une offrande trop tard, l'intention seulement, il a fait tous les gestes comme il fallait. Ça s'appelle pigou, il a invalidé le korban simplement à travers une mauvaise pensée. Et en plus, on a dit reach nichoar avec chaque chose, chaque animal qui soit, que quelqu'un apporte un bœuf, c'est écrit reach nichoar, qu'il apporte un mouton, reach nichoar, c'est-à-dire qu'il apporte une chèvre ou qu'il apporte des oiseaux, et même s'il apporte un peu de soumoul, alors c'est écrit reach nichoar. Et les sages, ils apprennent de là que echad marbe, echad mamid, ou bilvad shichaven et libo la shamayim. C'est pas important la quantité. Tant que tu offres ton maximum, si ton maximum c'est un peu de solet mincha, ça a la même valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que celui qui va offrir un taureau. Parce que c'est ton maximum. Mais au moins on voit l'importance de la kavana. C'est pas en fin de compte de... Et aujourd'hui, on n'a plus de la possibilité, hélas, d'offrir des offrandes. Il n'y a plus de Avodat HaKorbanot. Mais le remplaçant de Avodat HaKorbanot, c'est la prière. Et c'est la même idée, exactement le même principe. Que la structure de la tfila qu'on a dans le Sidour, elle a été rédigée, elle a été établie par Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, ça comprenait des prophètes. Donc la structure elle-même, l'ordre des mots, chaque mot, chaque lettre, c'est le résultat de Kavanot et Yonot, beaucoup de secrets. C'est pas simple, c'est pas stable, c'est un système de mots que quand on les dit, ça agit. Moi, je veux bien ça agit et ça fait quelque chose. Il y a encore une fois la même peur, que les gens vont se suffire, ils vont dire les mots. J'ai dit les mots comme il fallait, les mots qui ont été écrits, voilà, je suis quitte. Et c'est pour ça, encore une fois, quand on dit, c'est écrit dans Pirkei Avot, à la fin du 2e chapitre, Rabbi Shimon Omer, Altas, Tfilatra, Keva, El Rachamim, Vetzachanunim, Lifnei Amakom. Ne te contente pas que ta tfila, c'est un truc kavua, un truc permanent, un truc comme ça que tu... Ça doit être une supplication, ça doit être le cœur qui s'exprime. Et la base de la Boda, c'est pas important. La base, c'est en dépit du fait que ça soit korbanot, ou que ce soit tfila, c'est un système puissant qui marche et qui agit et qui déclenche la shefa, qui déclenche la kapara, qui fait des choses, mais ça doit être accompagné par le cœur. Quand c'est écrit Rahmana, Liba Bay,
Qu'Akadosh Baruch Hu, dans le service, il besoin, il réclame le cœur. Tant que le cœur n'y est pas, alors il y a quelqu'un de fondamental qui manque. C'est difficile d'être motivé.